Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Votre émission, Le Jury du Dimanche, reçoit Cheikh Mbow. Il est le directeur exécutif de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSYDEP. Bonjour, Cheikh Mbow. Bonjour, Mamadou. Et merci d'avoir accepté notre invitation après tant d'années. Oui, effectivement, c'est moi qui suis très content de cette invitation à prendre part à cette prestigieuse émission. Donc, en profiter pour vous remercier, saluer le travail important que vous menez, mais ensuite saluer vos téléspectateurs, vos auditeurs, les élèves, les apprenants, les enfants. J'espère qu'ils vont nous suivre. Et quand je parle des apprenants, je pense aux élèves des écoles formelles, mais je pense aussi aux Ndongo Dara. Oui. Saluer les enseignants, dans ce sens large, instituteurs, professeurs, mais aussi les Serigne Dara, les maîtres d'apprentissage. Saluer les parents d'élèves. Saluer la communauté qui m'a désigné pour être là, ça veut dire la COSYDEP, à travers la présidente du conseil d'administration et tous les membres, y compris ceux qui sont dans les régions. Donc encore une fois, vous remercier pour cette invitation. Cheikh Mbow, vous êtes une identité remarquable des questions d'éducation de ces 10-15 dernières années. Vous avez siégé d'ailleurs au conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation. On vous doit en grande partie, il faut le dire, le concept Ubitei Djangatei. Alors, Cheikh Mbow, le ministre de l'Éducation nationale, annonce une révision des programmes et des curricula de l'école sénégalaise. Quelle est l'appréciation qu'en fait votre organisation, votre coalition, la COSYDEP? Écoutez, je pense que c'est une demande forte qui avait été formulée par des organisations comme les nôtres depuis déjà les Assises nationales de l'éducation en 2014, réaffirmées pendant la Covid, où nous avions senti qu'il y avait un encyclopédisme qui ne disait pas son nom. Les enfants étaient quelque part surchargés. Il y avait un bourrage qui était inquiétant. Et il y avait aussi une exigence de réadapter nos programmes et curricula à nos réalités. Donc ce n'est pas une anecdote quand on voit des élèves dire il faut diminuer les programmes. Ce n'est pas anecdotique. Je veux dire, ce qui pose problème, c'est justement que cette décision des ministres arrive juste après ces manifestations d'élèves. Tout à fait. Des gens plus mûrs, qui sont dans des postes de responsabilité plus importants, des organisations de la société civile, des partenaires, des syndicats avaient réclamé ça et on ne semblait pas être entendu. Aujourd'hui que les élèves sortent, sont dans la rue, nous avons noté évidemment que le ministère a décidé d'aller enfin vers ces réformes. Ce qui est bien, mais je veux dire en termes d'image, c'est comme si on nous dirait que pour être entendu, il faut être violent, il faut être dans la rue, il faut manifester. Des gens l'ont démontré à travers évidemment des études réelles et à travers des processus qui soient plus responsables pour demander évidemment à ce qu'on aille vers ces réformes-là. Pourquoi c'est une forte demande, même une demande sociale? Oui, c'est une demande parce que vous savez, il faut faire peut-être l'histoire des réformes au Sénégal de l'éducation. Oui, tout à fait. Je crois durant les années d'indépendance, nous étions dans cette école-là qui nous disait notre mère la France, qui nous parlait de nos ancêtres les Gaulois, où il y avait un prolongement du système éducatif de la France. C'est ça donc, qui nous avait gouverné pendant les premières années d'indépendance. Je crois que les premières réformes sont survenues en 1962, où nous avons essayé évidemment de revoir les programmes, de revoir les curricula. Et ensuite, on a un peu plus avancé, et vers les années, je crois, 1971, qui est aussi une date repère, où nous avons essayé de revoir un peu les contenus pour avoir une entrée par les contenus. Après mai 68. Oui, après mai 68. Oui. Là, on était sur des contenus. Ça veut dire que nous avions un programme qui était fondamentalement marqué par un bourrage. Donc, c'était comment faire pour donner le maximum de connaissances aux enfants. Il y avait une approche disciplinaire, il y avait beaucoup de disciplines. Et donc, c'est là où on était dans cet enseignement généraliste, où les contenus, on apprenait le chien, on apprenait le chat, donc on était sur des éléments de contenu. Et ensuite, il y a eu des compétences. Vers les années 91, donc nous avons les objectifs d'abord, l'entrée par les objectifs, qui avaient été fortement soutenus par le professeur Feu Ibader Thiam, donc dans les années 80. Oui, les fameux états généraux. Les états généraux de 81. Qui constituent une des réformes phares de notre système éducatif. Mais oui, je sais que vous allez parler de ces états généraux, mais ma question est de savoir, est-ce que
on a procédé à une véritable évaluation de toutes ces réformes? Ben c'est ça notre problème fondamental, Mamadou, au Sénégal. Nous n'évaluons pas toujours ce que nous faisons. Vous vous rappelez quand il y avait les écoles pilotes avec Ibader? Nous l'avons vécu pendant longtemps. Ça n'a jamais été généralisé d'une part. Ça n'a jamais été évalué. Et après, nous avons fait un bond pour aller dans l'approche par les compétences. Il ne faudrait pas aussi que pour redéfinir ou repenser notre système éducatif en termes de programme ou de curriculum, il ne faudrait pas qu'on puisse sauter l'étape de l'évaluation, même pour ce qui est de cette demande-ci. Donc pour nous, il faudrait partir toujours d'une évaluation, systématiser l'évaluation, apprendre de ce que nous avons vécu pour pouvoir nous projeter dans l'avenir. Autrement, on sera dans du pilotage à vue, autrement, on sera juste dans de la réaction. Parce que vous savez, toutes les réformes, c'était des demandes extérieures. Extérieures, soit des demandes de partenaires ou des demandes de syndicats, ou cette fois-ci, des demandes d'apprenants. Parfois même les programmes d'ajustement structurel aussi. Voilà, c'est ça les partenaires, les programmes d'ajustement structurel, ça c'est les partenaires, la Banque mondiale et toutes ces institutions-là. Donc ça veut dire qu'il est essentiel aujourd'hui qu'on puisse comprendre qu'il nous faut d'abord entrer par une évaluation objective, une évaluation profonde de ce que nous sommes en train de vivre, du programme actuel, avant de nous lancer vers un nouveau programme. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel. On ne peut pas simplement nous suffire de perception pour aller vers le changement de programme. Le changement de programme, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est du sérieux, un programme. Parce que quand tu veux toucher à un programme, en réalité, le programme, il faut même dire que c'est le 3e degré d'une chaîne d'intervention. Il faudra toucher au programme, se toucher aux finalités, toucher au but, avant de passer au programme. D'accord, on va parler des programmes tout à l'heure, mais je vais m'arrêter un peu sur l'évaluation. Mais qu'est-ce que toutes ces réformes que vous avez listées tout à l'heure, réformes et autres programmes d'ailleurs, hein, on a connu aussi une décennie du plan décennal par exemple, et d'autres réformes. Qu'est-ce que ces réformes disent et qu'est-ce qu'elles ne disent pas? Pour vous poser autrement la question sur l'évaluation de ces réformes. Oui, mais comme j'ai dit, hein, de manière générale, c'était des perceptions, des acteurs qui, de par de petites études, considéraient que tel programme n'était pas en adéquation avec nos objectifs ou alors avec nos valeurs et qui faisaient des sorties et réclamaient évidemment un changement. Et malheureusement, nous avons toujours constaté que nos États ont été toujours dans une posture de réaction. Donc on n'a jamais été anticipatoire, on n'a jamais été prospectif. Et c'est ça qui fait que jamais ces réformes n'ont été, pour la plupart, n'ont été sérieusement évaluées avant de nous acheminer vers eux. Donc ça pour nous c'est un élément qui est essentiel que de passer par l'évaluation. Qu'est-ce que ça a donné? Ben, écoutez, c'est souvent des controverses sur qu'est-ce qu'il faut enseigner, comment faut-il enseigner, etc. Qu'est-ce que ça a donné? C'est une compréhension globale de ce que c'est que le curriculum, parce que quand on parle du curriculum, qu'on différencie d'ailleurs des programmes, parce que le programme c'est un élément du curriculum. Parler du curriculum, c'est adresser aussi d'autres aspects liés au manuel, parce que quand vous touchez au programme, vous allez retoucher les manuels. Ça a un coût. Quand vous touchez au programme, vous allez retoucher la formation des enseignants. Parce qu'il faut que ces enseignants soient capables de mener ces programmes-là. Aujourd'hui, l'approche par les compétences qui est de rigueur n'est même pas suffisamment évaluée. Et c'est ça qui fait évidemment que les enseignants ne sont pas toujours tous formés justement dans cette approche-là. Donc il y a des implications, c'est pourquoi je disais que ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc il faudra le repenser sérieusement, ça c'est un. Mais deux, nous faisons partie de ceux qui ont la conviction, Mamadou, la conviction que le système éducatif devrait pouvoir être bien carapacé des jeux d'acteurs. Ça ne doit pas être l'affaire de régime ou de parti qui puisse le changer à chaque fois qu'il y a un bouleversement, une autre révolution. Donc, il est essentiel que l'on soit très inclusif, très participatif, pour pouvoir protéger justement ce programme et qu'il ne fasse pas l'objet de, je ne sais pas, l'autre parlait de tailleurs pédagogiques, hein, qui viennent juste pour couper un aspect de tailleurs constitutionnel, d'autres parlaient de tailleurs pédagogiques, où il ne faut pas être là seulement pour couper une partie du programme. Vous vous rappelez d'ailleurs de l'anecdote avec le ministre Serigne Mbaye Thiam, qui avait voulu un peu être touché aux langues, notamment l'allemand, ça a été rejeté. Donc c'est une question qui est très sérieuse, qu'il faut bien repenser et qui coûte. Parce que si vous regardez justement l'approche par les compétences qui nous gouverne aujourd'hui, mais ça nous a coûté au moins 15 années pour y arriver, de 2000 à 2014 pour construire ça.
ça nous a coûté 12 milliards. Sans les manuels, juste en termes de réécriture du programme, mais ensuite en termes de formation des enseignants. Ça nous a coûté des investissements techniques importants. Et on avait mobilisé ceux-là qu'on appelait le groupe des 40 inspecteurs. J'ai eu la chance de faire partie des enseignants qui avaient été choisis, 10, on était 10 enseignants, pour réécrire le manuel en français. Donc ça nous a coûté énormément de temps. 15 ans, 12 milliards, des investissements importants, voilà l'approche par les compétences qui est là, et nous n'avons pas encore eu à l'évaluer. Donc il est important, nous réclamons, nous demandons qu'on aille vers le changement, vers les réformes des programmes et des curricula, mais nous pensons qu'il nous faut véritablement y mettre toutes les formes, respecter tout le processus. C'est ça qui pourrait garantir d'avoir quelque chose de solide qui va pouvoir exister et traverser les temps. Il ne faut pas chaque fois qu'il y ait un changement de ministre ou un changement de régime, que notre système éducatif puisse faire l'objet de bouleversements. Jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, Bisbi le jour. Notre invité, Cheikh Mbow, il est le directeur exécutif de la COSYDEP. Alors, quel entendement pour le commun des mortels devrait-on avoir de ce qu'on appelle aujourd'hui révision des programmes et des curricula? Écoutez, l'entendement, c'est, comme je disais, c'est des concepts déjà qu'il faut savoir différencier, puisqu'on va aller vers cet exercice. Et puisque ça doit être un exercice, comme nous le demandons, un exercice suffisamment inclusif, où le citoyen lambda devrait pouvoir porter ses préoccupations. Donc il est essentiel que, je crois que cette émission nous permette aussi de clarifier ces aspects-là. Parce que c'est ça qui pourrait permettre à chacun de pouvoir contribuer positivement à cet exercice. Comme je disais, quand vous êtes dans les programmes, évidemment que vous devez penser, vous devez les mettre dans le cadre d'une chaîne d'intervention, donc voir quelles devraient être nos finalités, quel est le Sénégal que nous voulons dessiner, que nous voulons avoir, parce que ce Sénégal que nous dessinons dans 20, 30, 40 ans devrait être bâti par des hommes et des femmes qui sont eux aussi bâtis à l'école. Donc il est important qu'on puisse nous accorder d'abord sur ce que nous voulons, donc en termes de finalité, et à partir de là, nous pouvons voir quel est le type de Sénégalais qu'on veut construire. Le Sénégal et le Sénégalais. Voilà, donc il faut décider le Sénégal que nous voulons, et à partir de ce dessin, construire, bâtir le Sénégalais qui devrait pouvoir porter ce Sénégal. C'est ça un peu l'enjeu. Donc c'est important. Et comme je dis, puisque ça doit traverser tous les temps, ça doit traverser tous les partis, ça doit traverser tous les régimes, il est essentiel qu'on soit inclusif. Qu'on ait, comme disait notre grand frère Youssou Ndour, et j'aime bien son expression, une écoute stéréo. Ça veut dire écouter tout le monde. Écouter tout le monde. Écouter tout le monde, c'est ça qui permet de pouvoir partir des perceptions, y compris des apprenants, des élèves. Avant, on les écoutait moins parce que c'était simplement une affaire des techniciens. Mais aujourd'hui, nous savons que nous sommes à une ère où nous devons avoir plus d'écoute, plus d'attention à l'endroit des enfants. Regardez comment ils se comportent. On parle souvent des violences en milieu scolaire. Est-ce que nous sommes dans le même monde? Est-ce que nous partageons le même monde? Quand je les vois, par exemple, fêter leur anniversaire, prendre des gâteaux et se les jeter, nous, on n'osait pas le faire. Ça a peut-être une signification pour eux. Nous les trouvons violents, eux peut-être pas. Donc il faudrait qu'on puisse les impliquer en les écoutant par rapport à ça. Il faut qu'on écoute les Sénégalais de manière générale, les citoyens. Vous avez vu qu'il y a eu des réticences par rapport à ce type d'école. Dans certaines zones, vous allez à Kaffrine, vous allez dans des zones, c'était à Touba, et donc il y avait des réticences qui étaient là. Et donc, personne d'entre eux ne rejette l'école, ne rejette l'éducation. Mais peut-être qu'il faudrait changer de paradigme voulant dire qu'il nous faut évidemment avoir une entrée plus par les demandes que par les offres. Une école qui nous ressemble. Bon, ça peut être vague dit comme ça, mais c'est quoi en réalité? Ben écoutez, c'est peut-être même on pourrait dire des écoles qui nous ressemblent, parce qu'on peut avoir des entrées différentes. Le Dara, c'est une école. Une école. Et des Sénégalais peuvent prendre l'option de faire passer leurs enfants par le Dara. L'école classique que nous connaissons, c'est une école. Les ateliers, c'est des écoles. Là, on apprend la couture, on apprend la menuiserie, la mécanique, c'est des écoles. Donc, tout lieu d'apprentissage devrait être une préoccupation pour nous. Donc, les entrées peuvent être différentes. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse avoir une sortie. Parce que si nous voulons construire une nation, on ne peut pas avoir des Sénégalais qui sortent d'écoles différentes et qui se regardent en chair de fer, qui s'opposent.
Combien de fois vous avez vu quelqu'un qui te dit « Je suis un produit du Dara et donc j'ai plus de valeur que celui ». Et l'autre qui te dit « Écoutez, moi je suis un produit des écoles classiques, j'ai plus de connaissances ». Donc cette rivalité, il faudrait… Rivalité, exclusion. Exclusion. Donc aujourd'hui, l'intelligence voudrait que l'on puisse nous dire que l'entrée, ça ne peut pas être par les offres. On ne peut pas imposer une même robe à tous les Sénégalais. Il faut avoir une robe pour chaque Sénégalais parce que les besoins sont différents. Donc il faut avoir une entrée par la demande, d'une part. Mais ensuite, il faut faire commercer les offres. Comment l'école classique devrait apprendre des écoles, par exemple, coraniques, des daras. Il y a des choses à apprendre dans les daras. Les daras, ils font ce que nous ne voulons pas dans les écoles classiques, du multigrade. Vous avez un enseignant, c'est le Serigne Dara, qui a des enfants, des ndongos, qui sont dans des niveaux différents. Celui qui commence le Dara, il est dans la même classe que celui qui termine. Et l'école classique n'a pas encore ces possibilités. Mais est-ce que les deux peuvent être unifiés? Non, je ne parle pas d'unification. Oui. Mais je parle il faudrait que chaque type d'école puisse inspirer l'autre. Il faudrait qu'on ait un dispositif qui permette à l'école classique d'apprendre des éléments positifs, des réussites, des forces des daras. Il faut que les daras apprennent aussi des écoles. Quand les daras te disent « Nous voulons aujourd'hui avoir des enfants qui ne sachent pas seulement réciter le Coran, mais qui aient aussi des compétences », ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des similitudes, des plages de convergence qui sont construites. C'est cela pour nous l'essentiel, parce qu'au final, nous voulons que, quelle que soit l'entrée, qu'on ait une même sorte. Je vais mettre le doigt sur l'équation, en schématisant un peu. On sait qu'il existe une école catholique, où on vous apprend le catéchisme, où vous avez également les autres programmes. Ce problème, il est réglé à ce niveau. Est-ce qu'on peut envisager la même chose pour ce qui concerne? C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on doit pouvoir les unifier? Qu'on apprenne à l'enfant le Coran et tout ce qui va avec la religion musulmane, et que ce même enfant puisse également suivre les autres programmes. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il est possible d'unir ou d'unifier les deux? Oui, il est possible de créer ces jonctions. Regardez, les écoles confessionnelles dont vous faites allusion, mais elles sont aussi fréquentées par nos enfants, les enfants musulmans. Oui. Et ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Donc ça veut dire que la religion, nous on n'est plus dans cette ère de laïcité qui exclut la religion de la vie. La religion fait partie de notre vie. Nous pensons d'ailleurs que les valeurs les plus importantes que nous avons, les valeurs les plus essentielles qu'il faut surveiller, sont véhiculées par les religions. Pourquoi ça devient compliqué quand on parle de l'école? Oui, justement, quand aujourd'hui il y a une exigence de réformer, c'est parce que peut-être qu'on part aussi de ce constat. Vous pensez qu'on doit aller vers ça? Il faut forcer, c'est une obligation. Aujourd'hui, l'école, vous savez, l'État, c'est une responsabilité que de dire « je vous prends vos enfants et je les éduque comme moi je veux ». Mais cet État-là doit écouter le parent pour savoir comment il souhaiterait que son enfant soit demain. Et dans ce comment, il y a la part des vertus, la part des valeurs, la part de la religion. Ici, le Sénégal, c'est un pays qui est fondamentalement religieux. De croyants fait de croyants, on ne peut pas ignorer ça, l'école ne peut pas ignorer. Il y a des pas quand même qui sont faits. Aujourd'hui, mais en faisant un peu une confusion entre l'apprentissage de l'arabe et l'apprentissage de la religion. Mais dans tous les cas, nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il est essentiel, qu'il est fondamental qu'on parte des besoins, qu'on parte des commandes de la société pour pouvoir construire le programme qui devra nous permettre de former les Sénégalais comme nous. Et si nous partons de ça, on ne peut pas, l'école ne peut pas ignorer la religion, l'école ne peut pas ignorer nos valeurs ancestrales, nos valeurs, notre culture. Et donc ces aspects-là, c'est des aspects qui sont importants. On nous parle des grandes figures. C'est pourquoi moi j'avais beaucoup aimé la commande du président de la République pour la réécriture de l'histoire générale du Sénégal. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais ça c'est important. Parce que si nous voulons enseigner à nos enfants… par feu Ibader Thiam, paix à son âme, mais le travail se poursuit. J'espère. Donc l'histoire générale du Sénégal, là, vous pensez que ça doit être… Ah, c'est un élément essentiel. Vous ne pouvez pas dire que je vais… Dans cette révision des programmes. Je vais enseigner les grandes figures, mais à partir de l'œil du colon. La plupart de nos figures emblématiques ont été un peu… ils ont été décrits par d'autres personnes. Donc nous devons avoir notre propre perception, notre propre analyse de ces figures. La façon de raconter l'Abdior par Mamoudou Ibra Kane diffère forcément de la façon dont un genre de, je ne sais pas quoi, va le raconter. Mais on a également vu que chez nous, parfois, ça crée des polémiques. Hein? Ben, c'est tant mieux.
Oui. C'est parce que justement, c'est à partir de ces polémiques qu'on va vers la construction de consensus. Il faut des consensus. Donc, polémique, ça veut dire qu'il n'y avait pas déjà un acquis qui était là. Et donc, il est essentiel et fondamental qu'on puisse interroger tout le monde, qu'on puisse réinterroger ces polémiques, qu'on puisse construire un minimum de consensus pour nous accorder sur qui est Cheikh Ahmadou Bamba, pour nous accorder sur qu'est-ce qu'il a eu à réaliser, pour nous accorder sur El Hadj Malick, pour nous accorder sur Lat Dior, pour nous accorder sur Léopold Sédar Senghor, les grandes figures qui sont là. Donc il est essentiel qu'on puisse aller résolument vers l'histoire, comment on appelle, la réécriture de l'histoire générale du Sénégal. Parce que ça pourrait être un travail fastidieux. Un travail fastidieux, mais qui s'impose à nous. Qui s'impose, effectivement. Non, je le dis comme ça pour quand même montrer que cette révision-là des programmes et du curricula qui est annoncée, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de concertation. Ah oui, ça veut dire que ça nécessite beaucoup de ressources. J'ai donné l'exemple du curriculum de l'éducation de base, 12 milliards, sans les manuels, beaucoup de ressources. Ça nécessite beaucoup de temps, parce que c'est tout un processus. Je vous ai donné l'exemple du curriculum qui a duré 12 ans. Ça nécessite beaucoup d'investissements techniques, parce qu'il faut avoir des experts, pas seulement en éducation, mais de domaines différents. Parce que quand on parle de l'enfant, quand on parle de son programme, nous avons besoin d'avoir une expertise diversifiée, des psychologues conseillers, les inspecteurs de l'éducation, des experts en santé. Parce que l'éducation, je ne cesse de le rappeler, c'est l'usine qui doit recevoir des commandes des autres secteurs. C'est ça la compréhension qu'on doit en avoir. Si nous voulons avoir demain, on a parlé de la sécurité routière, si nous voulons avoir des comportements qui nous permettent de ne pas vivre ces drames-là, il nous faut les installer à l'école. Si nous voulons avoir une agriculture performante et moderne, il nous faut les préparer dans les lieux d'apprentissage. Si nous voulons suivre les enseignements ou les leçons des médecins de la santé qui nous disent qu'il faut changer, il faut avoir une autre hygiène de vie, ça se construit à l'école. Donc si nous comprenons que l'école, c'est l'usine qui doit capter les commandes de la société, les questions de violence, ça se règle. On compte aussi sur l'école pour construire des réponses appropriées. Donc si nous avons cette perception, oui, ça va nécessiter du temps, ça va nécessiter de l'investissement financier, de l'investissement humain, mais surtout de la volonté politique. Et ça doit être très inclusif. Être inclusif, comme je le disais, c'est ne pas être l'affaire d'une personne, pas seulement du ministre de l'Éducation, mais qu'on soit dans une posture qui permette de prendre en charge les préoccupations, y compris des autorités politiques, de l'opposition comme du pouvoir, des autorités religieuses et culturelles, des acteurs de la société civile, des syndicats d'enseignants, des parents, donc il faudrait, des élèves eux-mêmes, donc il faudrait qu'on ait une approche d'ouverture pour avoir une qualité d'écoute qui nous permette d'avoir un programme qui puisse résister dans le temps. Parce qu'on ne peut pas, à chaque 5 ans, devoir changer ce programme-là. Ça, pour nous, c'est des éléments essentiels. Mais comme tu disais aussi au début de nos propos, il faut aussi qu'on parte de l'évaluation. Moi, je suis quelqu'un qui pense que ça fait partie des problèmes de notre pays. Leadership et évaluation. Évaluation, partir toujours de bilan. Un bilan qui soit objectif, inclusif, qui soit profond, qui interroge tout le monde. C'est ça qui nous permet de ne pas avoir l'impression d'avoir investi pour rien. Vous vous rappelez des assises nationales de l'éducation pour la formation, où nous avons mis presque un demi-milliard de nos fonds, où nous avons interrogé la diaspora et tout le monde. Je me rappelle, j'ai même été invité par vous. Nous avions construit les livres blancs. Il y a eu beaucoup d'autres productions qui étaient là, beaucoup d'autres contributions. Aujourd'hui, 10 ans après, quand nous avons fait l'évaluation, ou 5 ans après, nous nous étions rendus compte qu'on était à 20% de niveau de mise en œuvre. Les États généraux de l'éducation, vous l'avez rappelé en 1981, avec la Commission nationale de la réforme de l'éducation et de la formation, où il y a eu beaucoup de réformes qui avaient été initiées, mais qui n'ont pas... Le pourcentage de mise en œuvre est faible. Est très très faible. Quelle que soit la réforme que vous considérez. Pour nous, les pourcentages de mise en œuvre sont faibles, d'une part, mais d'autre part... Autour de combien? Ben, je dis, on n'a pas encore réévalué, mais 5 ans après, par exemple, les ANEF, on était à 20%. Peut-être qu'il faut mettre ça à jour. Donc pour nous, c'était très faible. Donc on ne peut pas investir tout ça et ne pas avoir des résultats souhaités. Donc oui, pour un changement, pour des réformes profondes, pas des réformettes, des réformes profondes, une refondation du système d'éducation de la formation à travers le programme et les curricula, mais oui, pour que ce soit inclusif, que ce soit participatif, et oui, pour aussi qu'on puisse, en tout cas, lui donner, qu'on puisse suivre toute la méthodologie scientifique
qui gouvernent ces types d'exercices. Alors, on parle souvent de l'école de la République, et dans la République, il y a public, hein, l'école publique aussi, une école publique qui est bousculée par le privé. Aujourd'hui, bon, vous prenez une famille, peut-être tous les enfants vont à l'école privée, ou en tout cas une bonne partie des enfants vont à l'école privée. Est-ce qu'on peut craindre mais vraiment la mort de l'école publique telle que nous l'avons connue il y a quelques années? Mamadou, moi ça c'est une question qui me passionne et qui des fois aussi me parle. Parce que le sens, en tout cas un des sens de ma vie, c'est comment faire pour que nous ayons un monde plus juste, où on est moins égoïste, où on fait preuve de plus d'humanisme. Vous et moi, sans l'école publique, on ne serait pas devenus ce que nous sommes. Le président à personne ne le rappelle. Il nous dit, je suis issu d'une famille modeste. C'est à cause de l'école que j'ai pu réussir. Aujourd'hui, vous avez des millions d'enfants qui, eux, n'ont jamais eu la chance de dire moi, monsieur. Ils ne sont jamais mis en rang pour entrer dans une école. Ouais. Ils ont été exclus de toutes les formes d'éducation. Cela est une injustice en 2022. Vous avez des enfants qui sont dans des écoles publiques, mais qui n'ont pas trop de chances de réussir. C'est simplement une minorité dans cette école, parmi ces enfants, qui peut avoir la chance de réussir. Parce que cette minorité a des parents nantis, des parents qui peuvent assurer et garantir le suivi à domicile. L'enseignant qui est dans des classes pléthoriques ne peut plus prendre la main de chaque apprenant. Il est obligé d'enseigner la classe. Celui qui comprend, c'est bon. Celui qui peut être soutenu à la maison, c'est bon. Et l'autre, il est laissé à lui-même. Nous, quand on était encore enfant, on n'a pas été exclus pour des raisons économiques. Je me rappelle du concept de toucher le bagage. On te donnait du matériel. Tu avais le matériel. Donc tu sentais l'accompagnement de l'État. Nous pensons fondamentalement qu'il faut aujourd'hui retravailler à revaloriser l'offre publique d'éducation. Et revaloriser l'offre publique d'éducation, parce qu'à notre temps, c'est ceux qui échouaient qui se battaient pour aller à l'école privée. Parce que l'école publique, déjà en termes d'attractivité, d'environnement des apprentissages, nos écoles étaient belles. Vous vous rappelez, des dessins, des fleurs. Donc il y avait un minimum qui faisait que chaque matin, quand vous vous réveillez, vous étiez pressé d'aller à l'école. Ouais. Et des fois même, pour rentrer, il a fallu que le gardien vienne vous chasser de l'école. Tellement cette école-là était en tout cas conviviale. Donc il est important, si nous voulons revaloriser l'école publique, si nous voulons faire preuve de plus d'humanisme et de moins d'égoïsme, nous devons faire en sorte que, pas vos enfants, pas les miens, mais que l'enfant de celui qui est dans la profondeur du pays, l'enfant de celui qui est dans une famille modeste, puisse aussi avoir la chance de monter sur cet ascenseur qu'est l'éducation pour changer de situation sociale. Ça, pour nous, c'est une exigence, c'est une question d'équité. Au-delà de l'école, nous pensons que l'avenir, Mamadou, est public. L'avenir est public, fondamentalement public. Nous devons aujourd'hui regarder ce que se passe avec l'école. Vous avez parlé de la privatisation sous l'angle de l'investissement d'acteurs privés pour soutenir les efforts de l'État. Ça ne gêne pas. On doit avoir des écoles privées à côté. Mais il ne faut pas qu'il y ait un parent qui dise « Je n'inscris pas mon enfant à l'école publique parce qu'il n'y a pas de sécurité, parce qu'il y a beaucoup de grèves ou parce qu'il n'y a pas de conditions pour pouvoir réussir. » Il faudrait que ce soit un choix. Mais beaucoup de parents ont choisi malgré eux l'école privée. C'est ça que nous ne voulons pas. Et qui coûte cher. Et qui coûte très cher. Qui pèse lourd sur le budget. Ça, pour nous, c'est un élément. Donc, pour nous, on peut avoir un privé qui soit régulé, maîtrisé. Il y a tellement d'écoles privées qui ne sont pas connues. Qui soient régulées, qui soient maîtrisées, qui soient suivies. Mais au-delà de l'école, Mamadou, je disais l'avenir est public. Tout ce qui est services sociaux de base, nous devons repenser cette marchandisation qui aujourd'hui est en train de les frapper. Un des enseignements de la pandémie à Covid-19. La santé, oui. Vous avez vu, la santé qui coûte cher. La santé coûte cher. Donc comment faire pour que ce service de santé puisse être public aussi, fondamentalement public. Le transport, ce que nous avons constaté ces derniers moments. Mais c'est parce que justement, nous avons vu une prolifération d'acteurs du transport qui ne soient pas maîtrisés et qui ne cherchent que le gain. Donc aujourd'hui, dans notre temps, il y avait la Sotra qui était là, il y avait des réseaux de transport. Donc nous pensons aujourd'hui que les services de base devraient avoir une forte connotation publique. Maintenant, cela n'empêche pas que les acteurs privés
que le secteur privé puisse venir en appoint à l'État pour pouvoir évidemment faire en sorte que ça puisse être élargi. Très bien. Cheikh Mbow de la COSYDEP, l'invité du jury du dimanche, j'ai envie d'enchaîner en vous interrogeant sur le financement de l'éducation, mais nous allons en parler. D'abord, est-ce qu'on peut parler de révision des programmes et curricula sans parler de l'enseignant, sans questionner l'enseignant? Que faudrait-il envisager pour l'enseignant? Non, je disais, quand on parle de révision des curricula ou du programme, la première implication, c'est qu'il faut retoucher les manuels, les supports sur lesquels on se fonde pour pouvoir apprendre. Clairement. Évidemment, quand tu chantes, tu as le manuel. C'est un coup. Il faut interroger l'enseignant. Parce que vous avez un nouveau programme, vous avez un nouveau curriculum, il faut que l'enseignant soit formé en conséquence. Donc parler il y a tellement d'implications. Il faut repenser le cadre de vie. Parce que, écoutez, vous pouvez avoir de l'eau potable, mais si vous le mettez dans un récipient qui n'est pas potable, mais vous perdez la qualité de votre eau, n'est-ce pas? Vous avez de l'eau potable, vous mettez dans un récipient qui est malsain, vous perdez la qualité de l'eau. Donc il faudrait qu'on pense à l'environnement des apprentissages pour que justement ce curriculum ou ce programme puisse être approprié. Si vous avez encore des classes qui soient pléthoriques, des écoles qui ne soient pas fermées, des écoles sans eau, des écoles sans, je ne sais pas, qui subissent la cantinisation, quelle que soit évidemment la pertinence de votre programme, ça posera problème. Donc, pensons contenu et contenant. Donc, l'environnement des apprentissages devient aussi un élément qui est essentiel. L'enseignant en termes de formation devient un intrant qui est important. Les manuels seront à réviser, etc. Donc, il y a des implications dans le simple fait d'annoncer « je vais aller vers la révision des programmes ». Et nous voulons, oui, nous le soutenons, je voudrais être très très clair, nous l'avons demandé, nous pensons qu'il est temps qu'on puisse le revoir parce que justement, nous sommes en train de traverser des crises multiformes qui font que les réponses classiques ne passent plus. Oui, donc nous avons besoin d'avoir des Sénégalais qui soient plus intelligents. Je dis qu'ils fassent preuve d'intelligence pratique. Voilà ce que je veux dire. Intelligence pratique parce qu'ils vont avoir une capacité d'adaptation, un esprit critique qui permettent de pouvoir survivre, quelle que soit la crise qui soit là. Et donc ça se forme aussi à l'école. Avant, c'était des réponses classiques. Chaque fois qu'il y avait une situation, d'ailleurs, nos grands, nos doyens, ils nous disaient « Ni def ». Voilà, c'est de cette façon qu'on a toujours l'habitude de faire. Maintenant, on est dans un monde où cela ne passe plus. Il faut faire plus de souplesse, de plus de créativité, de plus d'intelligence pratique pour pouvoir nous adapter à ce monde qui est en changement perpétuel. Les enseignants sont réceptifs à cette révision annoncée des programmes. Généralement, dans toutes les réformes, les enseignants ont toujours été réticents, de manière générale. De manière générale. Mais c'est normal, ça c'est l'homme qui est ainsi fait. C'est le cas ici aussi? Oui, c'est le cas ici. Et ce n'est pas seulement l'enseignant d'ailleurs, c'est l'homme qui souvent a peur du changement. Nous avons tous peur du changement. C'est pourquoi quand on doit aller vers un changement, il faut y aller avec toute la démarche nécessaire. Parce que s'ils sont impliqués en amont, s'ils sont écoutés en amont, si les autres acteurs aussi ont la possibilité de poster leur point de vue, évidemment que ça pourrait nous permettre de pouvoir faire face à ce risque. Mais si on devait faire une analyse des risques, parmi les risques, il peut y avoir la réticence des enseignants. Ça, c'est un risque qui est là. Mais si on le met à côté de la demande des syndicats d'enseignants, qui eux aussi, pendant longtemps, vous les avez entendus dire « nous voulons qu'on puisse changer les programmes », ça peut aussi être un élément rassurant parce que les syndicats pourraient prendre en charge justement la communication à l'endroit de ces enseignants. Le financement de l'éducation, est-ce qu'il existe un modèle de financement de l'éducation au Sénégal? S'il n'existe pas, il faudra certainement l'inventer. Est-ce qu'il existe un modèle de financement? Ce qui s'est passé avec l'Université de Touba, c'est un modèle. Un financement, comme on appelle, qui est basé sur des contributions solidaires. Le Khalif général qui dit « je veux construire une université », tous les mourites se battent pour mettre leurs 1000 francs ou leurs 10 millions. Ça, c'est un type de financement qui est là, un financement solidaire. Donc ça doit exister. Et donc aujourd'hui, nous avons dans le financement de l'éducation au Sénégal, malheureusement, constaté que tout provient des sources étatiques. Et c'est ça peut-être qu'il va falloir un peu réapprécier. Parce qu'aujourd'hui, on te parle de financement innovant. Innovant, ça veut dire que vous prenez un pays comme le Sénégal, c'est un pays qui semble être saturé. Il met 25% de son budget dans l'éducation. Jusque-là, il y a des
des paramètres qui ne bougent pas. Vous prenez le taux brut de scolarisation, depuis très longtemps, ça stagne autour de 85%. Donc le Sénégal semble être saturé. Nous avons apprécié le nombre d'enfants hors école à plus d'1 million. Jusque-là, il y a eu des efforts, mais malgré ça, on n'arrive pas à capter tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faut être plus créatif, il faut changer un peu de paradigme, il faut changer de fusil d'épaule. On ne peut pas vouloir des changements et avoir exactement les mêmes attitudes. Donc il est important que l'on puisse repenser le financement. Vous faites le tour du monde, parce que moi je suis aussi un adepte du benchmarking. Donc vous faites le tour du monde, vous vous rendez compte, moi je donne souvent l'exemple de l'Inde, où j'ai acheté un portable et j'ai vu sur la facture qu'ils avaient pris 5% pour l'éducation. Au-delà de TVA, ils ont mis 5% pour l'éducation. Donc comment faire? C'est mentionné, c'est clair, et on sait où l'argent va. C'est pour l'éducation. Et ça engage d'habitude, ça engage d'ailleurs les parents, parce que tu te dis, tout ce que j'ai acheté, il y a 5% qui est destiné à l'éducation, ça te pousse à davantage suivre ton enfant. Ça te pousse à te dire, écoutez, j'ai investi déjà beaucoup sur mon enfant, donc je ne vais pas le laisser seulement entre les mains de l'enseignant. Donc, il nous faut réinventer d'autres sources de financement. La responsabilité sociétale d'entreprise. Nous avons vu des entreprises qui aujourd'hui sont source de déperdition, je ne veux pas les citer, mais vous allez dans le sud-est où des enfants quittent l'école, abandonnent l'école à cause justement de la présence de certaines entreprises. Cela pose problème. Donc, ils ont une responsabilité pour soutenir l'école. Etc. Les pollutions, donc la responsabilité sociétale d'entreprise. Il y a donc, quand nous avons voulu reprendre notre aéroport, l'aéroport Blaise Diagne, vous vous rappelez des contributions volontaires et des contributions aussi à travers les billets d'avion. Donc si nous considérons que l'éducation, l'école, c'est là où on construit le Sénégal, on construit les bras qui vont devenir demain de grands journalistes, demain de grands agriculteurs, demain de bons médecins, etc., etc., nous devons nous dire que c'est un investissement qui est important, mais peut-être que pour lequel nous n'allons jamais jouir des fruits. Nous n'allons jamais bénéficier des fruits. Mais si nous avons une vision, si nous sommes dans une perspective de demain, d'une perspective d'avenir, nous devons évidemment apprendre à lever la tête et à investir pour demain. Oui. Le plan Sénégal émergent, on sait que le capital humain est un des points centraux de ce plan et on peut y ranger l'éducation. Est-ce que vous pensez vraiment que le PSE a eu à contribuer de manière positive à l'éducation? Oui, je crois qu'ils sont actuellement dans une phase d'évaluation et de révision du plan d'action prioritaire lié au plan national de développement qui est adossé au PSE. Et donc, je crois que ce sera un excellent moment pour évaluer concrètement et avoir des données, parce que moi, je n'aime pas aussi être dans du wax khalat. Vous y êtes associé? Oui, je suis associé. J'ai été même choisi pour présider la commission Capital Humain, Protection Sociale et Développement Durable. Je vais en profiter pour remercier le ministère de l'Économie pour cette confiance et remercier aussi Il y a une centaine d'inscrits dans cette commission, en plus de ce qui va se faire dans les 14 régions du pays. Donc, si nous allons en toute autonomie essayer d'apporter le meilleur de nous-mêmes en termes de contribution positive pour évaluer, faire le diagnostic, un diagnostic sans complaisance, un diagnostic très profond de ce qui s'est passé. Ensuite, faire des propositions d'action et de stratégie pour l'avenir. Donc, ça, mais pour une cohérence d'ensemble, est-ce qu'il ne faut pas associer ce travail qui va être effectué dans le cadre du plan Sénégal émergent et la révision des programmes et curricula? Oui, normalement, parce que vous savez, les ministères en charge de l'éducation sont aussi impliqués dans ce travail-là. Donc, de ce point de vue, certainement que les préoccupations, les nouveaux besoins vont aussi être posés donc, sur la table. Et donc, ça, c'est un élément qui est essentiel. Mais écoutez, nous pensons fondamentalement que pour ce qui est du plan Sénégal, vous regardez le capital humain, nous sommes allés vers ce qu'ils appellent l'indice du capital humain, qui aujourd'hui au Sénégal est de 0,43 ou 0,45. Ça veut dire que on a 45 points sur 100. Donc si on se compare à d'autres pays tels que le Kenya, nous sommes vraiment en retard. Et tout le monde connaît la relation, parce que cet indice-là nous donne des informations sur le rapport entre l'investissement dans l'éducation et la santé et la productivité. Donc, et de ce point de vue-là, nous pensons que justement c'est un élément suffisant pour renforcer les investissements dans du capital humain, dans le capital humain. Si nous avons des élèves, vous avez aujourd'hui 56% d'analphabètes dans le pays, donc plus d'un Sénégalais sur deux
ne sache ni lire, ni écrire dans aucune langue, ni en français, ni en anglais, ni en arabe, ni dans les langues nationales, cela est une préoccupation. Au moment où vous parlez de nul n'est censé ignorer la loi, donc il est essentiel que ces questions puissent être adressées. Vous avez un pays où vous avez 76% de jeunes, Mamoudou, 76% de jeunes. Des fois, je taquinais mon ami pour lui dire, écoute, est-ce que même on a besoin d'avoir un ministère de la jeunesse? Parce que tout doit converger vers la jeunesse. 76% de jeunes. Donc, et quand on parle de jeunes, il y a peut-être qu'il faut s'interroger à sa protection, à son éducation, à sa formation, à son emploi. Donc aujourd'hui, tout cela fait que le capital humain, pour nous, c'est essentiel parce que ces jeunes devraient constituer une opportunité et non pas une bombe sociale. Et si on ne fait pas attention, si on ne veille pas donc à ces besoins-là, ça peut évidemment nous valoir autre chose. Cheikh Mbow, directeur exécutif de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP, est l'invité de ce jeudi dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, Bisbi le jour. Vous parliez tout à l'heure des pouvoirs publics par rapport au PSE, mais de manière plus globale, l'éducation face aux élus, quelles sont les attentes de l'éducation? Beaucoup d'attentes, hein, parce que puisque l'éducation, c'est une compétence qui est transférée, ou d'autres parlent de compétences partagées, nous pensons que les élus ont un rôle important. Regardez ce qui se passe dans nos écoles, Mamoudou. Vous avez des écoles qui ont des problèmes d'eau. Ça doit être de la responsabilité des élus locaux. Des écoles qui ne sont pas en sécurité, parce qu'il n'y a pas de gardiens ou de femmes de ménage. C'est les élus locaux. Nous voulons que ces questions liées à la sécurité, à l'hygiène, à l'assainissement des écoles puissent faire l'objet d'une attention particulière. Tout à l'heure, on parlait des écoles publiques, comment les soutenir en termes donc de fonds, de matériel. Ça fait partie des responsabilités des élus locaux. Et donc, de ce point de vue, nous, durant la campagne, pendant qu'ils étaient en campagne électorale, nous aussi, on était en campagne pour les sensibiliser sur les questions. Nous pensons que les élus locaux ont une responsabilité importante. Regardez la cantinisation. On en parle. Des écoles qui soient envahies par des cantines. Parce que c'est les élus locaux qui veulent avoir des, comment on appelle les duty là, qui leur permettent de survivre. Quitte à vendre presque l'espace de l'école. Vous avez des écoles qu'on ne voit même plus aller dans la Médina. Ici, au niveau de Médina, des écoles qu'on ne voit même plus du dehors. Parce qu'il s'est tellement entouré de cantines. Donc nous pensons que ces questions doivent faire l'objet de décisions réelles pour que, à la place de vendre le peu d'espace qui existe pour nos enfants, qu'on puisse au contraire aller dans le sens de faire des réserves foncières pour les écoles. Au lieu d'enrichir l'école en la finançant, on est en train de s'enrichir de l'école. De tirer des ressources de s'enrichir de l'école, non seulement aussi d'occuper l'espace, le peu d'espace qui existait, de sorte que les enfants, ils sont perturbés par les pollutions sonores, ils ne peuvent plus avoir d'espace pour jouer. Un enfant, il court, il tombe, il joue. Mais ensuite, surtout en termes de perspective, parce que nous sommes dans une démographie galopante. Donc nos arrière-petits-enfants qui vont venir, est-ce qu'on pense à eux en termes donc de réserves foncières qui soient destinées à l'école? Les élus locaux, voilà les demandes. Les élus nationaux, je pense aux députés, ils ont aussi, nous pensons qu'il y a des demandes fortes par rapport à ces élus nationaux. Nous pensons qu'aujourd'hui, la commission éducation, par exemple, devrait pouvoir être encore plus ouverte à l'endroit des organisations qui sont actives dans le secteur de l'éducation et de la formation, pour avoir d'autres sons de cloche et pour pouvoir ensemble construire le dispositif de suivi qui est nécessaire. Tout ce qui se passe, vous parlez des abris provisoires votés au niveau de l'Assemblée nationale, vous parlez de tous ces dispositifs, de la question tout simplement de la loi d'orientation qui nous dit que tous les enfants de 6-16 ans doivent être obligatoirement à l'école, ce qui n'est pas effectif dans notre pays. On parle de l'obligation scolaire de 10 ans. On parle de la préscolarisation au moins d'une année. Ceux qui ne sont pas effectifs, qui doivent faire le suivi, c'est aussi les députés. Donc nous pensons que nous devons avoir des députés, à défaut d'avoir, il parlait un peu de conseillers, je ne sais pas quoi, qui puissent les accompagner dans le travail. Il serait important qu'il y ait des ponts entre ces élus et nous. On va aller très vite parce qu'il nous reste 8 minutes à peu près. Cheikh Mbow, vous parliez de campagne tout à l'heure, on est en pleine pré-campagne pour dire que nous nous acheminons vers un rendez-vous électoral important, c'est la présidentielle de 2024. Or, les années électorales sont souvent source de tensions et l'école est souvent impactée. Est-ce que vous avez réfléchi ou est-ce que même vous y travaillez
à une sorte de pacification anticipée de l'école par rapport à cette élection présidentielle de 2024? Ben, comme toutes les autres élections, nous avons toujours eu à jouer notre partition parce que nous avons fini de voir le lien entre la pacification de l'espace public et celle donc, de l'école. Nous savons chaque fois qu'il y a des perturbations, les plus impactés, ce sont les enfants, les jeunes, c'est les écoles qui sont les plus impactées. Et nous savons aussi que ces joutes électorales vont surtout solliciter l'éducation. Regardez, les lieux de vote, c'est les écoles. Ceux qui vont être dans les bureaux de vote en majorité, ce sont nos enseignants. Donc il est important qu'il y ait aussi un retour sur l'investissement. Les enseignants aussi, c'est des militants. C'est des militants. Donc nous pensons que c'est une question qui est essentielle et nous avons tout le temps demandé à ce que les jeunes acteurs ne puissent pas impacter ces innocents enfants. Donc nous savons que nous sommes dans un contexte assez lourd, assez particulier, qui fait évidemment que tout le monde, les nerfs sont tendus, mais il faudrait évidemment qu'en tant qu'adulte, qu'on puisse épargner les enfants des jeux d'acteurs. Ça, c'est une demande forte que nous lançons, parce que ces enfants sont notre avenir. Moi, je crois plus en ces enfants que vous et moi, parce que nous sommes déjà ce que nous sommes, avec nos tares, nos erreurs, nos qualités, nos défauts. Et ces enfants-là, c'est en eux qu'il nous faut construire justement les leaders de demain. Donc pour nous, la pacification du système éducatif, c'est important. Oui, chaque fois qu'il y a l'école aussi est utilisée comme arme de lutte. Arme de lutte. Oui. Arme de lutte, par les parce acteurs que politiques. Les jeunes, parmi les élèves, il y a de potentiels électeurs. Oui. Les enseignants, ça je l'ai toujours dit d'ailleurs à mes amis enseignants, je n'ai jamais été d'accord pour ces histoires de réseau d'enseignants de l'APR, réseau d'enseignants du PDS, réseau d'enseignants de PASTEF, parce que je n'ai jamais entendu réseau de médecins de l'APR par exemple. Donc je pense que sur ce plan, nous devons avoir une autre attitude, une autre posture par rapport à ça, parce que justement, ces enseignants-là aussi peuvent être très impliqués, et s'ils sont partisans, ça peut impacter la stabilité du système, s'ils sont partisans. Cela devrait pouvoir disparaître de nos écoles. Ben moi, je ne le soutiens pas, je leur ai dit. J'ai dit à mes amis qui sont dans ces réseaux que moi, je souhaiterais vivement. Un parti peut avoir une structure de cadre, quoi, où il a des enseignants, il a des médecins, il a des qui puissent le conseiller dans ses orientations. Mais pour moi, nous distinguer en tant que APR ou PASTEF ou PDS ou autre chose, cela me pose problème. Peut-être qu'ils devront me convaincre, mais cela me pose énormément de problème. Ça, c'est un élément. Qu'ils soient dans des structures de cadre avec d'autres cadres, ça, je peux l'accepter très bien. Ça, c'est maintenant, quand on parle de pacification, très souvent, ce qui perturbait le système éducatif, c'était des grèves d'enseignants. Cette année, on peut espérer qu'il n'y en aurait pas. Oui, on a quand même remarqué qu'il y a un calme. Hein? Il y a un calme depuis. Donc, en termes de quantum horaire, on a jusque-là un bon déroulement du système éducatif, c'est très bien. Mais ce qui peut perturber, ce n'est pas seulement des grèves. Mais ça peut être aussi une perturbation d'ordre psychologique, avec les violences qu'on voit dans la rue, que les enfants regardent à la télé, qu'ils rencontrent. Donc, perturbation, ce n'est pas seulement d'ordre physique, ça peut être aussi d'ordre psychologique. Donc, nous pensons vivement qu'il faudrait évidemment épargner les enfants de ces perturbations. Parfois, on dénonce des enfants qui se battent à l'école ou qui détruisent un peu les salles de classe, mais on voit aussi le spectacle qui s'offre à d'autres niveaux, comme à l'Assemblée nationale. Oui, parce que l'école, c'est une société en miniature. Ce que se passe dans la rue, ça se répercute à l'école, parce que c'est une crise d'autorité que nous voyons, qui fait que tout le monde défie son autorité, y compris l'élève qui défie son enseignant. Mais l'école ne peut pas avoir devrait en tout cas être aussi un lieu de construction de réponse. C'est-à-dire que ce que se passe dans la société impacte l'école, mais l'école devrait évidemment être aussi un lieu où on va construire des réponses pour la société. Une élection, il peut en cacher une autre. Les élections de représentativité des syndicats d'enseignants, au moins une 50aine de syndicats d'enseignants. C'est énorme quand même, hein? Oui, je crois que nous avons eu une expérience. Ces élections vont... Le Sénégal a osé aller vers ces élections. Comme résultat? Oui, parce que le premier résultat, c'est que le Sénégal a osé aller vers des élections. Nous l'avons mis. Donc il y a déjà des élections de représentation syndicale du secteur de l'éducation qui ont fini leur mandat actuellement. Et je me rappelle, moi, j'ai reçu un coup de fil d'un ambassadeur, je n'ai pas dit son pays, qui me disait qu'il souhaiterait que je lui donne les outils, des informations sur comment ça a été organisé au Sénégal. Parce qu'il vivait exactement la même chose dans le pays avec la prolifération des syndicats d'enseignants. Donc, pour nous, ça, c'est un élément. Tout à l'heure, quand on parlait de la question du programme, vous me parliez d'évaluation des bilans. On va aller vers un deuxième mandat. Il est essentiel qu'il y ait un bilan, une évaluation exhaustive du premier bilan. Du premier mandat. C'est un mandat que nous avions vécu,
on n'était pas habitué à aller vers ces élections de représentativité. On l'a fait, il faut aller ça. Je sais que le ministère du Travail et les syndicats d'enseignants ont fait des concertations, bilan comme ça de forme, mais je pense qu'il faut être encore plus rigoureux, plus profond, pour impliquer aussi d'autres acteurs dans le bilan. Parce que le comportement des syndicats impacte les autres acteurs. Avec des craintes aussi que la politique pèse aussi sur ces élections. Oui, bon, à part que ce que j'ai dit, hein, je l'ai dit, je le crois et je l'ai noté, c'est que quand même en termes de comportement, les syndicats d'enseignants semblent donner des leçons aux hommes politiques. Ah bon? Oui, oui, ils font leur campagne sans bruit. Moi, je n'entends pas. Est-ce que vous les entendez faire des... Non, ils sont très civilisés, comme on dit. Ouais. Ils font bien leur campagne. Ils sont sur le terrain pour faire leur campagne. Ouais. Donc ça, c'est déjà un élément qui est essentiel. Quand même ce qu'on attend ils ont expérimenté. Un enseignant, c'est ce qu'on attend de lui. C'est une bonne chose. Voilà, non. C'est pourquoi je disais l'école devrait être un lieu de construction de bonnes réponses, y compris l'enseignant aussi. Ouais. Donc voilà ce qu'on disait. On se rend compte que véritablement, même l'expérimentation du vote électronique, c'est avec les enseignants. Donc vivement que le premier mandat soit véritablement évalué et que ce dispositif soit transparent et que ceux qui vont sortir du lot puissent être les plus représentatifs, qu'ils soient dans les négociations collectives, que les autres soient impliqués dans le dialogue social. C'est ça qui pourrait faire, évidemment, que le système éducatif puisse se calmer un peu plus et pour nous permettre, évidemment, de pouvoir entrer sur d'autres considérations. Tout à l'heure, vous avez parlé de financement de l'éducation. J'ai juste envie de rappeler aussi que dans le financement de l'éducation au Sénégal, malgré le volume du budget, il est important aussi qu'on ait d'autres préoccupations liées à l'équité, la sensibilité, liées à la distribution du budget, liées aussi surtout au fait qu'il nous faille aujourd'hui mieux rationaliser nos ressources. Mamadou, je voudrais dire à M. le Président de la République que notre pays n'a pas besoin d'avoir 4 ou 5 ministères en charge de l'éducation. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons pas suffisamment de ressources. Il y a beaucoup de défis qui sont là, liés à l'environnement des apprentissages, à l'effectif de l'éducation. Nous pensons qu'il nous faut aussi adresser cette question pour des raisons de rationalisation des ressources, mais aussi pour des raisons de cohérence tout simplement. Très bien. Intéressons-nous à la gouvernance de la COSYDEP. Ça fait une quinzaine d'années que vous êtes à la tête de la COSYDEP. Comment elle se porte? Écoute, moi je ne suis pas à la tête de la COSYDEP. Oui, en tant que directeur exécutif. Oui, je suis à la tête de l'exécutif de la COSYDEP. Oui. La COSYDEP est dirigée par un président, actuellement une présidente, Hélène Ramagnan, je vous salue. Nous avons dans nos textes dit que le président a un mandat électif, 2 mandats au maximum. Nous avons connu 3 présidents déjà. Donc en termes de gouvernance et de changement, nous pensons être un exemple. Il n'y a pas de limitation pour le directeur exécutif? Oui, si, limitation et 2 ans maximum. Le directeur exécutif? Le directeur exécutif, oui, que vous êtes, lui, il a un cahier de charge. Oui. Ça veut dire qu'il est recruté, il est prestataire. Donc il est évalué sur la base d'objectifs qui sont assignés par le conseil d'administration, qui est lui élu. Moi, je ne suis pas élu. Je suis recruté. Donc ça veut dire que tant que ce conseil d'administration me fait confiance, je devrais pouvoir conduire l'équipe exécutive comme le chauffeur, comme le logisticien, comme le responsable financier, comme le responsable de programme. Nous ne sommes pas élus, mais nous avons bénéficié de contrats, soit de prestataires ou de contrats durée déterminée. Donc ça a la différence entre un organe qui est élu et un organe qui est recruté. Nous, tant qu'on nous fait confiance, on peut continuer. Tant qu'on ne démissionne pas, on peut continuer. Si Dieu nous donne longue vie, on peut continuer jusqu'à la retraite. Donc c'est ça l'exécutif qui est différent de l'organe politique. Maintenant, la particularité de la COSYDEP, c'est que celui qui porte la voix, il est de l'exécutif. Donc on le voit plus. On voit plus Cheikh Mbow que Hélène Ramagnan. Il y a eu Amakodou Diouf qui a fait 1 mandat. Il y a eu Moussa Mbaye, que vous connaissez bien, qui a fait 2 mandats à la COSYDEP. Et il y a Hélène Ramagnan qui est présentement notre présidente. Donc il y a un personnel élu, maximum 2 mandats, un personnel recruté et un personnel bénévole. Les bénévoles, c'est la coordination exécutive nationale. Les antennes régionales sont dirigées par des élus. Ils sont élus, ils font l'objet de 2 mandats. Donc c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la maison. Et donc nous nous conformons aux règles que nous avons tous acceptées durant nos assemblées générales. En 10 secondes, je relais ce cri du cœur des étudiants de l'Université du Sahel à votre attention, avec le refus de délivrer aux étudiants leur diplôme. L'école réclame 200 millions à l'État du Sénégal. Si c'est avéré, il faut le régler. Il faut le régler. D'autant que parmi les 20 mesures issues du Conseil interministériel de rentrée, ce point avait bien figuré. Donc d'ailleurs, nous sommes dans un dispositif de monitoring
des mesures du Premier ministre à l'occasion du Conseil interministériel de rentrée et des mesures des 6 points du président de la République. Et je pense que ce point-là a figuré en bonne place. La dette due par l'État aux écoles privées. Ça a figuré et donc il faudrait évidemment que, je crois que c'est une question qui ne m'est pas destinée. Oui. J'espère que le Premier ministre est en train de suivre cette émission. Et voilà, donc elle permettra de pouvoir booster et faire en sorte que sa décision, sa mesure puisse être mise en œuvre. Merci, cher Mo. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la COSYDEP. Vous êtes un acteur donc, de premier plan du système éducatif sénégalais. Vous avez également siégé au conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation. Jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn et Besbi le jour étaient ravis de vous recevoir. Ben, écoutez, c'est moi qui suis très très ravi que de pouvoir m'exprimer dans ce contexte. Ce n'est pas évident. Où je crois que comme ils disent, les bons clients, c'est peut-être les politiciens. Aujourd'hui, que l'éducation est invitée, pour moi, c'est un énorme plaisir. Très bien. Et donc, je voudrais encore une fois vous remercier et saluer tous les auditeurs. Babacar Ndiaye et Ibamar Sen à la réalisation technique pour imedia.sn au texte Djeba, à la photo Abdoulaye Silla, réseaux sociaux Biram Pouy et Fatima Taba. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.